Bonjour, Jean-François pour G-Formation. Je vais vous parler aujourd'hui des démarreurs moteurs électromécaniques. Les démarreurs moteurs électromécaniques sont basés sur une commutation pour contacteur et pas par de l'électronique de puissance telle que démarreur ou variateur. Un démarreur moteur électromécanique, celui-là ou même ceux avec variateur, doivent satisfaire impérativement 5 fonctions. Ces 5 fonctions sont le sectionnement, l'interruption, la commutation, la protection surcharge et la protection court-circuit. Les départs tout ou rien ou à base de variateur de vitesse satisfont ces 5 fonctions-là. Donc nous allons voir la structure générale d'un départ moteur pour satisfaire ces 5 fonctions notamment. Donc le départ moteur a une arrivée de puissance en tri ou en mono, ici ça va être du tri, une protection magnétothermique, donc magnétothermique c'est courant de court-circuit et courant de surcharge, un contacteur, un moteur forcément, et pour réaliser ce départ moteur, 3 solutions principales existent. Donc les solutions principales sont, pour la première et la plus ancienne et peut-être la moins répandue maintenant, la solution avec 3 produits. Donc nous avons l'isolement, le sectionnement et la protection contre les courts-circuits qui est réalisé par le sectionneur porte-fusible. La solution avec 2 produits où nous avons un disjoncteur magnétothermique et un contacteur. Et donc la solution un produit qui permet au niveau des catégories d'emploi que nous verrons plus loin d'avoir un gros avantage pour éviter les arrêts de production trop longs. Le sectionnement, l'interruption et l'intersectionneur. Le sectionneur permet d'isoler sûrement, donc de manière sûre, le départ moteur du reste de l'installation. Ceci permet toute intervention en parfaite sécurité. Le technicien de maintenance s'assure en ouvrant le sectionneur et en le cadenassant qu'il peut mettre les doigts en aval du sectionneur sans risquer un choc électrique. L'interrupteur, lui, permet de couper en charge le circuit. Il est bien moins performant qu'un appareil de commutation classique comme le contacteur, mais il est capable de le faire. L'avantage de l'intersectionneur, c'est tout simplement que lui va regrouper les 2 fonctions. La fonction de sectionnement, donc d'avoir une séparation sûre du circuit du reste de l'installation, et la fonction d'interruption qui va pouvoir couper en charge l'installation même si le moteur tourne. La protection thermique. La protection thermique surveille les surcharges de courant et protège donc toutes les parties cuivre du départ moteur, que ce soit les enroulements du moteur, les câblages, les borniers, les câbles également d'alimentation. Le contrôle des surintensités va jusqu'à 10 yens. Au-delà, l'avantage de l'inertie du système thermique devient un inconvénient en cas d'intensité bien supérieure à ces 10 yens. La protection thermique permet de maintenir l'installation en état de marche optimal le plus longtemps possible, avoir une MTBF la plus élevée possible, puisque en maintenant la température moteur à la température normale, donc qui est par exemple ici de 40 degrés, eh bien on maintient sa durée de vie le plus longtemps possible. Outre les sondes de température intégrées au moteur qui permettent la surveillance réelle de la température du moteur, en surveillant le courant en ligne, on a un bon moyen de surveiller l'échauffement du moteur. Dans un relais thermique, un ensemble de bilames se déforme pour donner une image de l'échauffement du moteur. Un système mécanique assez malin permet de contrôler les déséquilibres de phase. Les classes de déclenchement sont définies en fonction du temps de démarrage moteur. Chaque classe a un réglage de son inertie plus ou moins longue. En fait, les bilames vont se déformer plus ou moins vite. Ici, on voit que on a une classe 10, déclenchement au bout de 10 secondes si on a une intensité égale ou supérieure à 7,2 fois le courant nominal moteur. Sachant qu'au-delà de 10 fois le courant nominal moteur, c'est le déclenchement magnétique qui va prendre le relais et donc qui va certainement déclencher beaucoup plus vite. Ici nous avons une classe 20, donc classe 20
à 7,2 fois le courant nominal, eh bien on déclenche entre 6 et 20 secondes. 20 secondes maximum. Si on est à 1,5 fois le courant nominal, eh bien le déclenchement se fera en moins de 8 minutes. Ça c'est garanti. Suivant les marques, suivant les appareils, ça peut être beaucoup plus vite. Nous avons la classe 30. La classe 30, ben c'est le même principe, à 7,2 fois le courant nominal, on déclenche à moins de 30 secondes. Il existe une classe 10A qui déclenche beaucoup plus vite que la classe 10, la classe 10 étant la plus répandue. Évidemment, un moteur qui démarre sur une durée très longue, parce que tout simplement il a une charge importante à entraîner, ben, il va mettre beaucoup plus de temps à démarrer. Vous aurez évidemment remarqué qu'en classe 30, la protection thermique déclenche 3 fois plus lentement qu'en classe 10. C'est pas sans conséquence sur le matériel qui devra être dimensionné en fonction pour supporter ce temps plus long de déclenchement. La protection magnétique. La protection magnétique est là pour protéger contre les courts-circuits ou en tout cas les surcharges importantes. Elle prend le relais de la protection thermique à partir de 10 fois le courant nominal. Le but n'est plus de maintenir la durée de vie correcte pour les équipements, mais bien d'éviter la destruction rapide et dangereuse de toute partie du départ moteur. Donc la protection magnétique agit sur le courant de court-circuit ou assimilé, donc de forte surcharge, très forte surcharge supérieure à 10 yens. Par exemple, la mise en relation directe de deux phases, ou phase terre, ou phase neutre, et bien forcément, si vous avez en plus le transformateur assez près, vous allez avoir un courant de court-circuit qui va être très élevé, très vite. Et là, on a un effet électrodynamique qui fait que les conducteurs vont se repousser, vont s'attirer, vont travailler, et même mécaniquement, il va y avoir de gros problèmes de fonctionnement. Donc il y a deux solutions efficaces contre les très fortes surcharges. C'est le coupe-circuit à fil fusible, qui aujourd'hui est relativement technique. C'est maintenant un fil calibré avec une matière bien précise, qui souvent est noyé dans du sable, voire même d'autres matières qui permettent une extinction de l'arc beaucoup plus vite. Donc on n'a plus le simple fil de plomb qui chauffe et qui se détruisait plus ou moins vite et coupait le circuit plus ou moins rapidement et efficacement. Et la deuxième solution est l'utilisation du disjoncteur magnétique qui surveille aussi le courant de court-circuit, donc au-delà de 10 yens. Il a de gros avantages par rapport au fusible, au coupe-circuit à fil fusible. C'est notamment que la coupure, même si le défaut est sur une phase, il va couper tous les pôles de puissance, ce qui fait qu'on est sûr d'isoler totalement le circuit en aval. Petit inconvénient, c'est sur les courants de court-circuit peu élevés, le disjoncteur est plus rapide que le fusible. Par contre, au-delà, c'est le fusible qui devient plus rapide que le disjoncteur. Donc il faut penser à ça quand on protège du matériel sensible et un peu électronique. Le disjoncteur n'est pas forcément la panacée pour protéger ce matériel-là. La commutation. La commutation, c'est l'art d'établir et de couper le courant transitoire au moteur. Donc les courants transitoires, c'est quand on n'est pas en fonctionnement constant, donc tout ce qui est démarrage et arrêt. Le contacteur classique est peu cher, avec une mécanique simple, mais avec un nombre de manœuvres électriques et mécaniques qui va être plus limité. Le contacteur statique, lui, est plus fragile. Par contre, il a une durée de vie théorique qui, elle, est infinie. Les trois niveaux de coordination. En fonction du degré de criticité et des services de maintenance de l'entreprise, le choix du niveau de coordination va être sensiblement différent. Dans tous les cas, la sécurité des personnes est toujours la priorité numéro 1 pour l'installation des matériels. Coordination type 1. Coordination type 1, on n'a pas de contrainte de production et on a un service de maintenance de qualité. Ça veut dire quoi? Que dès qu'il y a un problème sur l'installation, il y a malheureusement de grandes chances pour que un ou plusieurs matériels soient carrément détruits. On estime que le temps d'arrêt pour aller acheter le nouveau matériel ou pour aller le chercher sur l'étagère en spare, c'est pas très grave si on met 10 minutes, 1 heure, 2 heures,
c'est la même chose. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et la maintenance, par contre, le service maintenance doit être performant parce que bah, voilà, c'est des interventions techniques en armoire électrique. Donc il faut des habilitations, il y a des impératifs quand même d'utilisation. Mais le temps d'arrêt n'est pas très grave. Coordination type 2, on estime que le temps d'arrêt commence à coûter un peu cher. Donc il faut aller vite. Et du coup, il faut pouvoir intervenir rapidement et gérer un dépannage rapide. Par contre, il faut aussi également, de par le fait, prévoir une maintenance curative rapidement aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va revenir sur le cas du court-circuit. C'est pas destructeur. La machine peut repartir. Les anciens et même les nouveaux débrouillards sauront que bah, voilà, avec un contacteur, on met un petit coup de tournevis. Le contacteur on va décoller les contacts du contacteur et du coup bah, ça peut repartir. Par contre, les contacteurs, même si on les a décollés, ces contacts, ils sont abîmés. Et du coup, il faudra quand même penser très rapidement à changer ce contacteur parce qu'au deuxième ou au troisième coup, bah, ça sera plus possible et là les temps d'arrêt seront plus élevés et plus longs. Et la coordination totale, c'est un peu ce que j'avais abordé tout à l'heure avec le départ moteur en un produit. En fait, on est imposé et la continuité d'exploitation est la priorité numéro 2, puisque la sécurité des personnes est la priorité numéro 1. Ce qui veut dire que en cas de problème de court-circuit, de surcharge, quel que soit le problème, le temps d'arrêt doit être limité au minimum. Et la coordination totale permet, elle, justement, un temps d'arrêt minimum, puisque ces appareils-là permettent à n'importe qui de remettre en service sans aucune intervention, quelle qu'elle soit, sur la partie électrique, qu'elle soit de puissance ou de commande. Il suffit de réarmer l'appareil et de le remettre en route et le système repart. Évidemment, entre-temps, il faut peut-être trouver pourquoi il a disjoncté. Les catégories d'emploi. Voilà une des dernières notions pour les départs moteurs. Importante, très importante. Catégorie d'emploi. Donc, vous avez à l'écran les catégories en fonction de certains récepteurs. Le but, c'est d'autoriser, enfin en tout cas d'être sûr, que l'organe de commutation ou d'interruption va pouvoir couper les courants ou établir les courants qui seront générés par le récepteur. Et ici, le récepteur, on a dit que c'était des départs moteurs, donc ça va être un moteur. Le départ moteur, en moyenne, on dit qu'il y a 6 à 8 yens au courant d'appel. C'est un tout petit peu moins à la coupure, mais en tout cas, il faut le couper. Et quand on a 10 ampères et qu'on met un contacteur qui lui va savoir couper les 10 ampères, il va falloir aussi qu'il coupe les 6 fois 10 ampères, les 60 ampères, ce qui est quand même un peu plus important. En plus, c'est du matériel c'est des courants inductifs, donc compliqué à couper. Donc les catégories d'emploi permettent d'établir une hiérarchie, ou en tout cas un classement des appareils de commutation et d'interruption qui vont vous dire, oui, lui il sait couper un moteur, lui il va pas savoir couper un moteur. Par exemple, à la catégorie AC1 ici, c'est pour les charges faiblement inductives, les fours à résistance. On est sur un COSFI de 0,95 maximum. Il ne faut pas qu'il s'éloigne plus de 1 que ça. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est pas la commande des moteurs compresseurs hermétiques de réfrigération avec armement manuel des déclencheurs de surcharge. Là, on est sur des matériels techniques et donc les catégories AC8 nous intéressent pas, les AC7 vont pas nous intéresser non plus. Il y a 3 catégories qui nous intéressent plus particulièrement, 4 peut-être d'ailleurs, avec la catégorie AC1, mais là on n'est pas sur du moteur, mais c'est celle qui va apparaître sur les catalogues. Catégorie AC2, AC3, AC4. Sur les catalogues, vous trouverez le plus souvent la catégorie AC3. AC3 qui permet de démarrer un moteur, donc jusqu'à 8 fois le courant nominal. Coupure au moteur lancé, ça veut dire qu'on ne cherche pas à le ralentir. On lui coupe l'alimentation. Pour lui, il y a très peu d'augmentation de courant. Donc l'essentiel est sur le pouvoir de mise sous tension plutôt que sur le pouvoir de coupure. La catégorie AC2, on va estimer que c'est la même chose que la AC3. La catégorie AC4, c'est celle qui va pour nous être la plus délicate.
Heureusement, on en a assez peu, on met plutôt de l'électronique dès qu'on arrive sur des choses comme ça. C'est démarrage, jusque là ça va, la coupure ça va aussi. Par contre, on fait du freinage à contre-courant, ça veut dire qu'on inverse de phase et on réalimente le moteur avec le contacteur. C'est-à-dire que le moteur il tourne des fois à pleine vitesse dans un sens et tout d'un coup on lui dit maintenant tu changes de sens. Et là, les dixièmes donnés dans les abacs sont largement dépassés, pas pendant très longtemps, mais en tout cas sont largement trépassés. Et la marche par à-coup c'est pareil. On fait du 8 yen, on met des impulsions à 8 yen régulièrement. Au lieu d'avoir du 8 yen et après on redescend à l'intensité nominale. Voilà, donc nous arrivons à la fin de mon exposé, j'espère qu'il n'a pas été trop théorique. Donc on a vu l'utilité du départ moteur, la structure du départ moteur avec le sectionnement, l'interruption, la protection contre les surcharges, contre les courts-circuits, la commutation. On a vu que certaines fonctions pouvaient être associées dans un même appareil. On a vu les niveaux de coordination avec le niveau 1 où on s'autorisait des temps d'arrêt assez longs. Le niveau 2, les temps d'arrêt plus courts et par contre prévoir de la maintenance curative. Et la coordination totale qui elle permet justement d'avoir des temps d'arrêt très courts puisque le matériel ne souffre pas, donc ça c'est sur les catalogues, mais en tout cas permet de couper le courant de court-circuit 2, 3 voire 4 fois sans demander aucune intervention d'un personnel technique pour la remise en service. Et nous avons vu les catégories d'emploi des matériels de commutation et d'interruption. Donc ces dernières, donc on a vu plutôt AC3, c'est la plus répandue, et AC2, AC4. À savoir que la catégorie AC1, c'est uniquement pour des résistances. Donc sur par exemple un contacteur Schneider qui s'appelle le LC1D09, le 09 correspond à du 9 ampères sur une catégorie AC3. Par contre, si vous voulez commander uniquement de la résistance de chauffe ou de four, il sait commuter 25 ampères. Donc là, on voit bien que c'est des contacteurs qui sont prévus au départ pour du AC3, puisque dans la référence, c'est l'intensité AC3 qui est annoncée. Donc je vous rappelle que G-Formation, c'est aussi, et à votre demande, des formations adaptées sur toute application, automatisme, départ moteur, tout ce qui peut être intéressant en industrie. Donc il suffit de nous faire une demande, on vous prépare une formation et on peut soit vous la fournir par envoi électronique, soit on vient carrément vous la présenter chez vous. Donc plus tard nous verrons les différentes charges entraînées, la commande par démarreur, la commande par variateur. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à me préciser ce qui était bien, ce qui l'était moins. Je suis totalement à l'écoute pour que toutes ces présentations soient les plus intéressantes possibles, celles-ci et les présentations à venir. Merci beaucoup, au revoir.